Bonjour Victoria. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Victoria Dimassa, je suis technopédagogue chez Technofuturtique et donc je suis rattachée à l'EduLab et je suis de formation institutrice primaire. J'ai quitté ma classe il n'y a pas longtemps pour rejoindre l'équipe de Technofuturtique comme technopédagogue. Ok, et donc tu travailles en particulier pour l'EduLab. Tu veux aussi nous le présenter en quelques mots? Oui, donc l'EduLab, on forme les enseignants aux utilisations du numérique. Donc c'est vraiment le principe d'être un petit laboratoire où on peut expérimenter des pratiques pédagogiques. Ok, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le plus gros espace de formation en Fédération Wallonie-Bruxelles des enseignants sur le numérique. Oui, pour le moment en tout cas. Ouais, on peut le dire. Hein, oui, c'est ça. Ok, et donc ici, alors, l'idée pour commencer, c'était peut-être de parler de ton parcours par rapport à l'IA en tant qu'enseignante. Est-ce que toi tu l'utilisais? Est-ce que tu as vu que tes élèves l'utilisaient? Oui, et donc j'étais instite en 5e primaire et j'ai suivi le parcours référent IA justement qui est proposé par l'EduLab. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu l'IA et que je l'ai mis en pratique dans ma classe. Et donc j'ai pu l'utiliser en classe d'abord avec mes élèves pour qu'ils découvrent un petit peu c'était quoi l'IA parce qu'ils se posaient des questions. Donc on a découvert qu'est-ce que c'est l'IA? Est-ce qu'elle a des limites? Est-ce que l'IA a toujours raison? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Parce que c'était un petit peu les questions de mes élèves. Eux, ils connaissaient l'IA via Snapchat. Et donc ils avaient l'impression de parler à quelqu'un, à un ami, et donc on a un petit peu déconstruit tout ça, on a fait un petit peu de machine learning pour qu'ils voient un petit peu comment on entraîne une IA. Et ensuite on a eu l'occasion aussi de l'utiliser parce qu'on a participé à la First Lego League avec ma classe et il y avait un projet scientifique à réaliser et leur projet c'était de créer un petit bateau qui grâce à une intelligence artificielle repérait si c'était un déchet qui était présent dans l'eau et donc qui pouvait envoyer un signal à un plus gros bateau pour aller rechercher ces déchets pour nettoyer les océans et les mers. Et donc voilà, je l'ai utilisé comme ça. Et ensuite, j'ai aussi formé un petit peu mes élèves à l'utiliser un petit peu comme tuteur. Donc là, je suis passée sur Magic School. Et donc j'avais montré aux enfants comment lui parler, comment l'utiliser, comment prompter pour que l'IA les aide quand ils ont des difficultés dans certains exercices. Donc c'était toujours en classe sous ma supervision parce qu'avec Magic School, on a un regard sur ce qu'ils font. On peut vraiment voir la conversation qu'ils ont avec l'IA parce que c'était quand même des jeunes élèves, donc c'est quand même important de les encadrer. Donc c'est plutôt ta démarche que la leur, c'est pas forcément une demande de tes élèves au départ? Alors, ils en parlaient, en fait, j'en avais entendu, ils me parlaient de l'IA, etc. Et moi, comme j'avais suivi le parcours, je me suis dit, autant ne pas faire semblant de rien, leur en parler et l'implémenter en classe. Et ensuite, eux ont été demandeurs de plus en plus et c'est eux qui ont eu après l'idée, par exemple, de l'intégrer à notre projet pour la FLL. Oui, donc c'est l'idée de rendre les choses pratiques via la Lego League. Ça a bien marché, leur retour? Ah oui, ça a super bien marché. Ils étaient vraiment ravis. Et alors, ils ont pu aussi impliquer leurs parents parce que les parents sont venus voir. Et donc, ils ont à ce moment-là expliqué à leurs parents ce que c'était, comment ça fonctionnait, etc. Là où les parents, eux, n'étaient pas formés et donc ne savaient pas de quoi ça retirait. Oui, même les parents, en fait, ils n'étaient pas effrayés, ils étaient juste ignorants. Oui, voilà, c'est ça. Ils n'étaient pas effrayés du tout, que du contraire, ils nous soutenaient dans les projets, etc. Mais ils étaient ignorants et donc finalement, c'est les enfants qui leur ont expliqué comment ça fonctionnait, etc. Et donc oui, pour les enfants, c'était super gratifiant. Donc comme tu dis, toi, ta démarche, si je comprends bien, c'est une démarche d'accompagnement. Oui. Et d'identifier sans quoi l'IA peut être un tuteur, mais aussi comment est-ce que tu travailles éventuellement avec eux les biais, les limites de l'IA? Oui, donc c'était le but parce que ils sont en 5e primaire, ils arrivent vers le secondaire et on sait bien qu'à un moment donné ou à un autre, ils y ont accès. Donc je pense que si on les forme quand même dès le plus jeune âge à une bonne utilisation, c'est quand même plus chouette. Et donc oui, je leur ai montré que parfois effectivement l'IA pouvait se tromper, n'était pas toujours il fallait pas toujours lui faire confiance et donc ça c'est drôle parce qu'ils l'ont retenu et donc à chaque fois ils le répétaient oui mais attention parce qu'il faut pas toujours lui faire confiance et donc à chaque fois on doit vérifier si la réponse elle est bonne et donc ça leur arrivait que parfois effectivement l'IA ne réponde pas correctement et donc ils disaient ah mais attention tu t'es trompé, je crois que c'est ça la réponse et donc ça permet aussi ait un regard critique et qu'ils confrontent vraiment les réponses qu'ils ont à ce qu'ils connaissent aussi à leur connaissance et pas simplement faire confiance à l'IA les yeux fermés.
Et donc c'est ça, tu parles de bon usage de l'IA, tu parles de regard critique. Comment tu définirais ça de manière dans un cadre d'éducation justement? Qu'est-ce que c'est un bon usage avec un regard critique? Mais je pense déjà que c'est un usage conscient, donc savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'IA, et c'est aussi avoir donc un regard critique et pouvoir aller rechercher d'autres ressources, se poser des questions sur pourquoi je l'utilise, est-ce que j'en ai réellement besoin, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution avant de faire appel à l'IA. Voilà, en gros. C'est très intéressant parce qu'on a reçu une intervenante avant toi qui est chercheuse en haute école et donc qui enseigne aussi, mais à des adultes, des étudiants et des étudiantes. Et c'est pratiquement la même chose qu'elle nous a dit. Ah bah ouais. Se questionner. Oui, non, mais ça c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a moyen d'avoir une démarche déjà assez subtile avec des enfants primaires. Oui, bien sûr. Mais je pense que justement, il faut dès le primaire leur montrer qu'on ne prend pas un outil, on l'utilise pas comme ça sans se poser de questions. C'est quand même bien de se poser des questions et il faut même se poser des questions. Il faut aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière et surtout avoir confiance aussi en ses compétences. Si parfois je peux aussi connaître la réponse et la machine peut se tromper et voilà, il y a pas de souci parce que c'est compliqué chez les enfants ça de se dire que la machine n'a pas forcément raison. Donc il a fallu leur prouver que si effectivement, et on a commencé tout simplement d'abord avec du machine learning en fait, où on a entraîné l'IA à reconnaître les filles et les garçons, sauf que à ce moment-là j'avais les cheveux un peu plus courts et du coup quand je passais devant la caméra, moi il disait que j'étais un garçon. Et donc, ça fait rire les élèves, etc. Et au final, du coup, on montre qu'effectivement, la machine peut se tromper et qu'il faut lui apprendre aussi, et que donc il faut toujours avoir un regard critique et ne pas faire une confiance. Ouais, et justement, tu parles alors de vérification. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Nos intervenantes nous l'ont déjà dit plusieurs fois. Comment est-ce que tu fais ça, ce travail de vérification avec des enfants, justement? On a appris à utiliser les mots-clés pour faire des recherches Internet. On apprend à utiliser d'autres ressources, que ce soit des livres, etc. Et donc, ce que je leur montre, c'est qu'il faut confronter les ressources, voir plusieurs ressources et pas se baser uniquement sur une ressource. Et ça, je pense que c'était déjà le cas, même avant l'IA. Il faut vraiment confronter plusieurs ressources. Donc c'est une démarche scientifique, mais avec des enfants. Avec des enfants, ouais. Et donc en fait, si je comprends bien, ton usage de l'IA, c'est à la fois un outil, mais c'est aussi un sujet d'étude. Oui. Donc c'est un sujet d'étude en lui-même pour comprendre l'environnement numérique dans lequel on vit ou pour mieux utiliser l'outil? C'est un peu des deux, c'est parce que j'avais envie aussi de comprendre comment ça fonctionnait, parce que j'adore toutes les pratiques numériques et donc c'était aussi pour comprendre, mais c'est aussi pour un usage personnel et pouvoir l'utiliser, que ce soit en classe ou personnellement justement. Ils l'utilisent en dehors de l'école? Alors pour l'instant, les élèves que j'avais pas forcément, mais dans le secondaire, on est dans le secondaire et dans le supérieur, la plupart y ont accès et l'utilisent, et parfois pas de la bonne manière. Donc et c'est pour ça que je pense que c'est important dès qu'on peut de leur montrer justement. Faut les accompagner en fait. C'est comme à l'arrivée d'internet, il a fallu accompagner les étudiants à l'utiliser correctement, et donc c'est un peu la même chose ici avec l'IA. Oui, c'est ça, réfléchir au lieu de faire peur, quoi. Voilà, c'est ça. Et justement, dans les limites de l'IA, tu as déjà tu as l'exemple que tu donnais avec la mauvaise identification de genre. Est-ce que tu as d'autres exemples de limites que tu as pu observer ou travailler avec tes élèves? Que ce soit donc avec les gens, il y a parfois où ils posaient des questions où la réponse n'était pas forcément bonne, même parfois simplement dans un calcul. Alors parfois ça venait peut-être du prompt de l'élève, mais au final la réponse n'était pas correcte. Et donc c'est important de le savoir. Et dans les limites, j'en parle. Alors, j'ai pas été très loin avec eux, mais je leur parlais aussi de la limite écologique, où l'IA est quand même. C'est pas très très bon pour l'écologie. Donc ça, il faut quand même les conscientiser. On les conscientise tous les jours, que ce soit au tri des déchets, etc. Donc sans non plus les surcharger, mais leur montrer quand même que quand on utilise une IA, qu'est-ce qui se cache derrière réellement. Oui, il y a ça, il y a l'écologie, il y a le fait aussi on sait bien, dans beaucoup de pays pauvres, des travailleurs qui viennent compléter, qui sont mal rémunérés dans les conditions parfois difficiles. Oui, c'est ça. Et ça, forcément, les enfants, ils n'en ont pas du tout conscience. Enfin, déjà, les adultes n'en ont pas toujours conscience. Et donc, les enfants, eux, encore moins. Donc, voilà, c'est important de les sensibiliser, au moins. Et comment ils réagissaient à ça? Parce que ça peut aussi être, quand on est, déjà adulte, c'est pas facile à encaisser. Mais alors, petit, peut-être ça peut être anxiogène. Comment est-ce que tu... Oui, alors c'est ça, le but c'est pas non plus de leur faire peur, donc il faut je pense peser ses mots et ne pas non plus aller
trop loin dans les détails, mais voilà, c'est juste leur faire prendre conscience qu'il y a quand même un impact sur l'écologie. On en parle quand même tous les jours. On avait eu l'occasion, en plus, avec notre projet à la FLL, de parler justement de l'écologie, et c'est comme ça qu'ils se sont intéressés aux déchets et aux déchets dans les océans. Et donc, voilà, ça permet vraiment de... D'où le petit bateau, c'est ça. Donc voilà, j'ai lié ça en fait à notre petit projet en disant, oui, mais justement, vous savez, là on utilise l'IA, mais voilà... l'IA aussi, c'est une forme de pollution. Mais voilà, sans non plus les effrayer, c'est pas le but. C'est juste vraiment leur dire, voilà, il faut réfléchir à ce qu'on utilise et à l'impact que ça a. Et ils ont réagi comment ? Au départ, pour eux, c'était pas facile à comprendre parce que eux, ils ont leur tablette devant les yeux et ils n'arrivent pas à comprendre que derrière, il y a autre chose. Mais après, ils ont très bien réagi et du coup, c'est là où c'était comique parce qu'après, je les entendais quand ils discutaient avec leurs parents dire « Ah oui, mais attention, là, sinon, tu vas utiliser des ressources pour rien. » Enfin voilà, c'est comique parce que du coup, ils ont aussi après un petit rôle de... Et donc ça peut être aussi un argument pour eux de se dire, mais en fait, le bon usage dont tu parlais tantôt, c'est un usage qui est limité en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais quand il faut se poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin ou est-ce que j'ai pas une autre ressource ou une autre manière de trouver une solution à ma question ou à mon problème. Voilà, se poser des questions pour savoir si j'ai réellement, s'il y a réellement l'outil nécessaire dans cette situation. Et alors, par rapport à l'IA et par rapport au smartphone, en général, on voit qu'il y a aujourd'hui une certaine crainte dans beaucoup de pays par rapport au smartphone et par rapport à l'IA dans un cadre éducatif ou par rapport aux jeunes en général, avec beaucoup un discours d'interdiction. De manière générale, interdire le téléphone, que ce soit à l'école ou ailleurs, interdire les réseaux sociaux, interdire l'IA. Quel est ton point de vue ou quel serait ton point de vue justement là-dessus alors ? Alors moi je pense pas qu'il faille absolument interdire parce que une fois qu'ils ont passé le pas de l'école, le pas de la porte de l'école, ils y ont quand même en général accès. Et donc je pense que justement du coup notre rôle c'est de les éduquer à avoir conscience et à utiliser correctement ces outils. Voilà, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de l'interdire parce que quoi qu'il arrive en dehors ils en ont besoin et c'est là où ils vont peut-être en faire des usages néfastes. S'ils ne sont pas formés. S'ils ne sont pas formés, oui. Et ça, justement, dans ta pratique, tu as pu voir que des enfants de 5e primaire, donc on est 10-11 ans, sont capables d'une telle autorégulation une fois qu'ils sont formés, éduqués à ces enjeux ? Je peux pas vraiment dire que non, ça je peux pas vraiment le dire, mais en tout cas ils y étaient sensibles, ça voilà dans leur discours, dans leur utilisation en classe, etc. Maintenant, mais ils étaient quand même assez jeunes, donc en dehors de la classe, en tout cas que ce soit l'IA, je vous dis à part l'IA de Snapchat, de laquelle ils m'ont parlé plusieurs fois, il n'en avait pas réellement encore recours. Maintenant, voilà, ils ont 10-11 ans. Dans le secondaire, je sais que ça arrivera et donc je me dis qu'au moins ils auront peut-être un autre regard, en tout cas, sur l'IA et peut-être une meilleure pratique. Ce serait intéressant d'avoir un suivi. Voilà, ce serait chouette de pouvoir les suivre, mais ça, c'est pas possible. Mais c'est intéressant quand même que c'est ce sur quoi tu es revenu plusieurs fois, c'est leur première entrée en contact avec l'IA, c'est Snapchat. Oui. Les réseaux sociaux sur lesquels ils ne sont pas censés être avant 13 ans. Exactement. Donc... Et voilà, et c'est ça que c'est là où je voulais en venir quand leur interdire le téléphone à l'école, d'accord. Mais au final, à la maison, ils y ont quand même accès bien souvent tout seuls. Et encore, là, c'est des enfants de 10-11 ans, mais des enfants bien plus jeunes y ont déjà accès. Oui. Et nous, ça, à la maison, on peut pas faire grand-chose. Donc, c'est bien de pouvoir les éduquer en classe. Moi, quand ils m'ont parlé de l'IA Snapchat, c'est vrai que eux, c'était limite un ami en plus sur Snapchat. Et donc, ça a été bien, je pense, de pouvoir justement déconstruire le fait que déjà, il y avait personne derrière cette IA. Et donc, j'espère en tout cas que maintenant ils en ont conscience et que ça les aidera dans leur pratique privée. Parce que quoi qu'il arrive, ils y sont confrontés. Ils avaient déjà été confrontés avant même que moi je vienne avec l'IA en classe, malgré tout. Et donc justement, c'est parce que ça, la question de la déconstruction, on voit que c'est déjà compliqué même avec des adultes. Oui, bien sûr.
C'est compliqué avec des étudiants et étudiantes, c'est compliqué avec des élèves et donc avec des enfants. Parce qu'il y a encore d'autres biais. On sait qu'il y a des biais de genre, il y a des biais racistes, il y a toute une série de biais des différentes formes d'IA. Est-ce que ça, tu as travaillé aussi ou alors est-ce que tu travaillerais et comment? Alors, j'ai pas eu l'occasion de le travailler ça. Et ici, je ne suis plus en classe. Oui. Mais sinon, effectivement, oui, je pense que c'est des questions qu'il faut aborder aussi avec les élèves. Oui, oui. Et ça, tu auras peut-être des idées de pistes, peut-être pour une future formation à l'éducation. Oui, mais je pense qu'on peut. Je pense juste donc de nouveau au machine learning. Donc si on prend de nouveau chez des enfants assez jeunes pour leur faire comprendre. Le machine learning, un exemple peut-être pour. Oui, donc le machine learning, c'est vraiment pour apprendre à l'IA. Et donc par exemple, je vais lui montrer plusieurs photos de chats, puis plusieurs photos de chiens. Je vais lui dire ça c'est un chat, ça c'est un chien. Sauf que si j'ai pas prévu, par exemple dans mes photos de chiens, j'ai pas prévu un chien avec des oreilles qui tombent. Si à un moment donné, et alors que dans les chats j'en ai pris, il y en avait une. Si à un moment donné je lui présente un chien avec des oreilles qui tombent, il va me dire ah c'est un chat parce qu'en fait il s'est basé sur le critère oreille. Et donc, il y a aussi, on peut voir le biais donc de genre, comme j'avais expliqué avec les filles et les garçons, mais il y a aussi le biais raciste parce que j'avais le cas avec une petite fille africaine dans ma classe. Et elle était malade le jour où on avait entraîné la machine. Et donc, quand elle est revenue, les copains lui expliquaient, etc. On va tester, etc. Et il y avait un petit copain africain qui lui donc était un garçon. Et du coup, quand elle s'est présentée devant la caméra, même chose que moi, c'était un garçon. Okay. Parce que du coup, et donc voilà. Mais elle avait les cheveux longs. Et donc ça permet de leur montrer aussi qu'il y a d'autres biais. Je trouve que c'est un moyen intéressant avec les jeunes élèves parce que c'est parlant en fait, c'est plus facile. Ils s'en rendent réellement compte quoi. Donc voilà, je pense que chez des jeunes élèves en tout cas, c'est une piste peut-être à explorer. Oui, et puis ça peut, dans l'exemple que tu donnes, c'est peut-être moins violent émotionnellement de vivre ensemble avec un adulte qui permet de... Oui, je pense aussi. Et c'est là où je pense encore une fois que notre rôle, c'est de les accompagner. Oui, c'est ça. Oui, peut-être que c'est vivre cette expérience seule quand on est racisé. Oui, c'est ça. C'est peut-être un peu plus... Tandis que là, en plus, madame avait eu la même chose parce que madame avait été prise pour un garçon. Donc ça dédramatise. C'est drôle, justement. Enfin, voilà. Ça a fait couler la pilule toute seule, mais justement, on a pu du coup aborder ces petites questions très légèrement, parce qu'encore une fois, c'est des enfants de 10 ans, et donc le but, c'est pas de les effrayer, justement. En tout cas, non, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la force de l'accompagnement, même avec de très jeunes enfants, en fait, qui permettent de dédramatiser, d'expliciter, d'ouvrir l'esprit. Oui, voilà, c'est ça. C'est des pistes qu'on ouvre pour plus tard. Plus ils vont grandir, plus ils vont apprendre, et voilà, on ouvre déjà des petites pistes de réflexion dès le plus jeune âge. On les sensibilise en tout cas. Très bien. Ouais. Donc pour conclure, si tu devais résumer en quelques mots un conseil que tu donnerais à des professionnels de l'éducation, que ce soit des enseignants, enseignantes, mais aussi des éducateurs, éducatrices, des animateurs, animatrices jeunesse, qu'est-ce que tu leur dirais sur l'IA ? Mais d'abord de venir se former. Aller du lab, par exemple. Voilà, par exemple. Non, mais c'est vrai que si on veut accompagner nos jeunes, c'est bien aussi de pouvoir nous-mêmes être formés, parce que comme on en parlait tout à l'heure, il y a déjà aussi beaucoup d'adultes qui ont difficile de faire cette démarche de déconstruction, etc. Donc, je pense que pour accompagner nos élèves, il faut avant tout pouvoir se sentir à l'aise aussi et être formé. Donc, voilà, être formé et puis surtout ne pas hésiter à faire appel à la communauté, parce qu'on est quand même une grosse communauté dans le numérique à pouvoir se donner des petits tips. Oui, et les gens sont bienveillants. Et les gens sont très bienveillants dans ce monde du numérique. Donc voilà, ne pas hésiter à faire appel et à se former. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.